Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. Mais tout d'abord, les titres. Monsieur Guillaume Nguefa attend. Le chef de la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali déclaré persona non grata par les autorités maliennes. Il est accusé d'agissements déstabilisateurs et subversifs. Ceci au moment où le Mali attend aussi la visite du patron de la diplomatie russe. Au Cameroun, l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez Zogo se poursuit. D'autres suspects ont été arrêtés ce lundi. Parmi eux, le patron de médias et homme d'affaires Jean-Pierre Abougou Belinga. Des morts par centaines et des dégâts matériels importants, y compris la citadelle d'Alep et plusieurs autres sites archéologiques. Le bilan du terrible séisme intervenu en Syrie et en Turquie est lourd. Le président américain se dit profondément attristé et promet l'aide des États-Unis. Commençons donc par le Mali où le gouvernement de transition a expulsé le chef de la division des droits de l'homme de la mission de l'ONU dans le pays au moment où la MINUSMA évoque un possible retrait de ses troupes. Le Congolais Guillaume Nguefa Atong-Doko Andali a été déclaré persona non grata et devra quitter le territoire national sous 48 heures. Il est déclaré persona non grata, on le disait, par le gouvernement de transition du Mali. Le ministère des Affaires étrangères l'accuse de s'adonner à des agissements déstabilisateurs et subversifs, contraires au comportement d'un fonctionnaire des Nations Unies. Cette décision d'expulsion intervient alors que Bamako s'attend à accueillir dans les prochaines heures la visite du patron de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Cette visite permettra de renforcer la diplomatie, le dialogue politique, autant pour moi, de haut niveau entre les deux pays et de renouveler l'engagement mutuel de consolider le partenariat stratégique en faveur de la paix, de la sécurité et du développement selon les sources officielles. Pour analyser cette actualité, retrouvons tout de suite via Skype à Lomé au Togo, Louis Magloire Kemayou, journaliste et analyste politique. Louis Magloire, bonsoir. Bonsoir. Alors, on le disait, le Mali déclare persona non grata le patron des droits de l'homme de la mission de l'ONU au Mali. Quelle lecture faire de cette décision ? Tout d'abord, il y a cette corrélation que je trouve négative à faire entre la visite du ministre russe des Affaires étrangères et la demande de départ de ce fonctionnaire des Nations Unies. Mais s'il faut revenir sur les causes qui me semblent les plus plausibles, je pense qu'il y a dans un premier temps le fait que le Mali est aujourd'hui dans une situation très fragile, due au fait que l'occupation d'une grande partie du pays par les terroristes n'a duré que trop longtemps. Et le premier partenaire auquel le pays a fait confiance, c'est-à-dire la France, n'a pas forcément été une réussite, n'a pas conduit à une réussite dans le combat contre le terrorisme. Et puis les relations entre-temps se sont détériorées entre les deux partenaires historiques, ce qui a conduit Bamako à aller chercher un nouveau partenaire qu'est la Russie. Et les Nations Unies, dans ce système-là, se sont retrouvées prises presque au piège du fait que la France est associée à beaucoup de décisions prises dans les missions des Nations Unies en Afrique et notamment en Afrique francophone. Donc c'est pour moi un dommage collatéral de la crise diplomatique qui règne aujourd'hui entre le Mali et la France. Alors vous l'évoquez donc, cette décision des autorités maliennes intervient quelques heures avant la visite à Bamako du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Selon des sources officielles, la sécurité et le développement seront au menu des échanges. Votre analyse ? Oui, je pense que la sécurité, ça va de soi, vu que Wagner est présente sur le terrain, il y a eu beaucoup de visites entre la Russie et le Mali, des déplacements d'abord des autorités maliennes vers la Russie, et ensuite cette volonté de Moscou de renforcer sa présence sur le continent africain. N'oublions pas qu'en juillet prochain, il y a un deuxième sommet entre les pays africains et la Russie qui va se tenir
venir en Russie et que cette tournée diplomatique commencée il y a 6 mois et qui se terminera dans 6 mois donc, conduit le ministre russe des Affaires étrangères vers ses partenaires africains qui participeront à ce sommet. Par ailleurs, sur le plan diplomatique et militaire, la Russie a besoin de montrer qu'elle n'est pas aussi isolée qu'on pourrait le prétendre au regard de la guerre qui est menée en Ukraine. Et puis sur le plan économique, la Russie aussi voudrait rattraper son retard par rapport à la Chine sur le terrain africain. Tout à fait. Toujours en rapport avec le Mali, on parle d'un projet de fédération avec le Burkina Faso. De quoi est-il question et est-ce qu'une telle idée peut porter du fruit? Disons qu'il y a déjà eu une fédération dans laquelle le Mali a participé, qui était la fédération du Soudan, juste avant l'indépendance du Soudan, du Mali et du Sénégal. Et donc la fédération regroupait ces deux pays-là. C'est un rêve qui est aujourd'hui un projet proposé par le Premier ministre burkinabé. Je pense que la Russie ne verrait pas cela d'un mauvais œil en termes de partenariat stratégique, mais il y a encore beaucoup de chemin avant d'en arriver à cette union, sachant qu'en plus, il y a un problème de débouché vers la mer que ces deux pays n'ont pas encore et qui pourrait leur être facilité si éventuellement on pouvait avoir un axe beaucoup plus court en termes d'approvisionnement dans le cadre d'une fédération rassemblant le Burkina Faso et le Mali. Affaire à suivre donc, Louis Magloire Kemayou, journaliste et analyste politique. Vous étiez en direct de Lomé au Togo. Merci pour votre disponibilité. Merci. Autre actualité, cette fois au Cameroun, où on reparle de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo, avec un autre tournant dans l'enquête, l'arrestation ce lundi de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga. Ce patron de médias et homme d'affaires est cité comme suspect dans le meurtre de Martinez Zogo, qui dénonçait la corruption dans son émission Embouteillage, mettant notamment en cause Jean-Pierre Amougou Belinga. Ce dernier a été arrêté, de même que 2 de ses proches, notamment Bruno Bidjan, journaliste à Vision 4, une chaîne de télévision appartenant à l'homme d'affaires camerounais, ainsi que le colonel à la retraite Raymond Etoundi Nzoué, beau-père de M. Amougou Belinga et ex-commandant de la garde présidentielle, l'unité d'élite chargée de la protection de la présidence et du chef de l'État. Un vent de colère et de protestation souffle sur le Nord Kivu. Ce lundi, des manifestations ont paralysé les activités socio-économiques à Goma, la capitale de cette province de l'Est de la République démocratique du Congo. Les manifestants protestaient contre l'avancée des rebelles du M23, déplorant ce qu'ils appellent l'inefficacité des forces régionales de la communauté est-africaine et de la MONUSCO. Davantage avec notre correspondant Zanem Neti Zaidi. Dans la ville de Goma, des mouvements citoyens ont appelé à des journées sans activité. Ce lundi 6 février, le mot d'ordre a été suivi. Les principales artères de la ville ont été barricadées par les manifestants. Les véhicules des transports publics et les motos n'ont pas circulé en raison des barricades. Les manifestants demandent que les forces régionales de la communauté est-africaine et la MONUSCO qui combattent aux côtés des forces régulières face au M23 quittent les sols congolais. Ces Kenyans doivent quitter les sols congolais, c'est pourquoi nous avons manifesté. Cela va prendre 10 jours, nous allons manifester et si dans les 10 jours ils ne partent pas, nous ne laisserons pas les manifestations, qu'ils nous tuent. Ces manifestants estiment que la force de la communauté d'Afrique de l'Est s'est montrée incompétente et ne fait aucun effort pour arrêter l'avancée des rebelles. Les forces de l'EAC viennent en RDC, mais dans quel but? Elles ne font rien, je ne vois rien de concret. Elles arrivent en RDC comme des petits aventuriers. Et le plus drôle, c'est qu'elles favorisent le M23 pour conquérir d'autres entités. Nous ne voyons pas leur importance en RDC, nous voulons les voir partir, mais aussi la MONUSCO et que notre gouvernement puisse prendre en charge nos FARDC. La manifestation a également visé certains commerces et établissements de personnalités accusées de faire le jeu de l'ennemi, des magasins, des églises et certaines entreprises appartenant à des Rwandais ont été vandalisées
ce que déplorent les militants des mouvements citoyens. Ce que nous n'avons pas aimé, c'est de voir qu'il y a certains ou bien certaines personnes qui s'apprennent au bien des choses que nous déplorons, puisque nous, comme mouvement citoyen, quand on manifeste, nous ne manifestons pas de ce genre. Oui, on a compris la population, mais nous sommes quand même appelés à la sagesse. Nous devons être sages et réfléchir davantage quel est le plan de l'ennemi, quel est l'ennemi, et nous faisons quoi au juste. En fin d'après-midi, un calme apparent était visible sur certains tronçons de la ville. La police et certains habitants se sont efforcés de dégager les barricades et de normaliser le trafic. Zanem Netizaïdi pour VOA Afrique, Goma. L'actualité africaine au quotidien, c'est ce que vous propose VOA Afrique. Je suis Ismaël Obianzé à Libreville au Gabon. Et on en vient à cette nouvelle terrifiante. La Turquie a été frappée par 2 tremblements de terre ce lundi 6 février. Des secousses ressenties jusqu'à Chypre et au Liban. Le séisme de magnitude 7,8, l'un des pires à avoir frappé la Turquie, s'est produit dans l'obscurité un matin d'hiver, suivi en début d'après-midi par un autre séisme important de magnitude 7,7. On fait le point avec Ginny Niwa. Le bilan conjoint du centre de la Turquie et du nord-ouest de la Syrie est passé à plus de 2300 morts et plus de 8500 blessés. Ce sont les plus violents séismes à frapper ces 2 pays depuis 1999, lorsqu'un tremblement de terre d'une ampleur similaire a dévasté Izmit et la région orientale de la mer de Marmara, tuant plus de 17 000 personnes. Il y a encore des gens coincés sous les décombres. J'ai un ami qui habite dans cet appartement. Ses enfants ont été sauvés du dernier étage, mais seule sa fille s'est cassé un bras. On verra ce qui est advenu de ceux qui habitent au rez-de-chaussée. Que Dieu nous donne un prompt rétablissement. 2 enfants ont été sortis des décombres d'un immeuble effondré dans le sud de la Turquie. L'Agence catholique pour le développement outre-mer a déclaré qu'elle craignait que le froid dans la région ne rende les efforts de sauvetage plus difficiles et n'augmente le nombre de morts. C'est une course contre la montre parce qu'il fait si froid. Il pleut, il a neigé, il y a de fortes pluies, des vents violents et les températures sont en dessous de 0. Donc il faut retrouver des gens le plus vite possible parce que les gens sont coincés sous les décombres. Le froid va aussi affecter ça. Et nous craignons que cela augmente également le nombre de morts. D'importantes secousses ont également été ressenties par les habitants de la capitale libanaise, Beyrouth, et de sa banlieue aux premières heures de la matinée ce lundi. À cause des fortes pluies, des tonnerres et du vent, nous ne pouvions pas descendre dans les rues. Les gens criaient de peur. C'était une heure d'horreur. Nous avons commencé à prier Dieu, Saint Charbel et les saints. Les saints ont nous aidés. Et Dieu merci, c'est passé en toute sécurité. Nous étions tristes par les personnes touchées et très tristes par les victimes qui ont perdu la vue sans raison. Que Dieu nous protège. Nous avons encore peur. Le président américain Joe Biden s'est dit profondément attristé et a promis l'aide de son pays. Ici aux États-Unis, les opérations de récupération des débris d'un présumé ballon espion chinois abattu samedi passent à la vitesse supérieure. Véronica Balderas Iglesias de la VOA explique comment les restes de l'engin pourraient aider à répondre à des questions importantes sur son objectif et façonner une nouvelle phase des relations américano-chinoises. Le récit est de Lionel Gaïma. De loin, l'opération semble simple. Un avion américain s'est approché de ce que les autorités ont décrit comme un ballon chinois de surveillance et l'a abattu. Le champ de débris s'étend sur environ 11 km. Le tir de missile a fait l'objet d'une planification minutieuse. Le secrétaire au transport, Pete Buttigieg, s'est exprimé dans l'émission State of the Union sur CNN. Je sais que lorsque le président a donné l'ordre de s'en occuper, les militaires ont évalué les risques et avantages des différentes approches. L'opération s'est déroulée sans aucun dommage ni blessure pour les vies ou les biens des Américains. Dans une déclaration, la Chine a protesté contre la destruction du ballon, accusant les États-Unis d'avoir réagi de manière excessive
en assurant que l'aéronef ne faisait que recueillir des informations météorologiques. Mais des éléments au sein de l'armée chinoise pourraient avoir utilisé intentionnellement ce ballon pour perturber la visite prévue ce week-end à Pékin du secrétaire d'État américain Anthony Blinken, a déclaré l'amiral de la marine américaine à la retraite Mike Mullen sur ABC. Je pense que stratégiquement, cela nuit vraiment à la relation entre les États-Unis et la Chine. L'une des questions est de savoir si la main droite savait ce que la main gauche faisait en Chine. Aujourd'hui, la pression monte sur l'administration Biden pour récupérer les débris et répondre aux nombreuses questions sur les capacités et le but de ce ballon. Dans l'émission Meet the Press sur NBC, le représentant républicain Mike Turner a fait écho aux critiques selon lesquelles l'administration Biden aurait dû abattre l'engin beaucoup plus tôt avant qu'il ne pénètre l'espace aérien américain. La Chine est un adversaire autoproclamé, elle développe clairement ses capacités militaires, elle triple ses capacités en matière d'armes nucléaires, elle met en service des armes hypersoniques, elle se développe dans l'espace. Dans l'émission This Week sur ABC, le sénateur républicain Marco Rubio s'est dit préoccupé par la collecte des données, malgré les assurances données par le Pentagone qu'il avait mis en place des contre-mesures. Il est passé au-dessus des champs de missiles balistiques intercontinentaux de certains des sites militaires les plus sensibles que nous ayons, puis il a quitté le sud-est de la côte ouest des États-Unis pour se jeter dans l'océan. Il y a donc beaucoup de questions auxquelles il faut répondre. Les responsables de la défense ne s'attendent pas à ce que l'opération de récupération des débris soit difficile, mais ils n'ont pas d'estimation du temps que cela prendra. Le deuxième discours du président Joe Biden sur l'état de l'Union sera-t-il une copie du premier ou aura-t-il un contenu nouveau? Les analystes expliquent ce qu'ils attendent du président dans cette adresse annuelle devant un Congrès qui n'est plus tout à fait de son côté. C'est un reportage d'Anita Powell à Washington, relaté par Arzuma Compaoré. C'est l'occasion pour le président Joe Biden d'exposer ses priorités devant le Congrès nouvellement assermenté. Quelques jours avant le discours de mardi soir, Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison-Blanche, a prévenu que ce texte est souvent retravaillé jusqu'au tout dernier moment, mais, a-t-elle dit, certains sujets sont une certitude. Les progrès économiques significatifs que nous voyons sous sa direction, sa vision économique qui construit notre économie à partir de la base et du milieu, les textes de loi historiques adoptés au cours des 2 dernières années qui créent des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et donnent des résultats concrets pour les gens en réparant nos routes, nos ponts et nos tunnels, en réduisant les coûts des produits de tous les jours. Mais selon l'historien Jérémy Soury, ce discours politique est aussi et toujours politisé. Il s'est entretenu avec la VOA sur Zoom. La politique compte pour la politique. C'est donc l'occasion pour le président chaque année de préciser sa ligne d'action et d'encadrer le débat public de manière à ce qu'il soit bénéfique pour lui et son parti, mais aussi, espérons-le, de créer des pressions en faveur des objectifs politiques qu'il s'est fixés. M. Soury a déclaré qu'il s'attend à ce que M. Biden revienne sur ses précédentes remarques sur l'âme de la nation et sur ce qu'il considère comme des menaces à la démocratie de la part de l'extrême droite. Il est probable que la guerre en Ukraine soit également évoquée, comme elle l'a été il y a 1 an lorsqu'elle n'en était qu'à ses débuts, et que M. Biden a parlé de la nécessité pour l'Occident d'aider le pays à repousser l'invasion russe. M. Biden a également déclaré que son administration souhaitait de nouvelles lois sur l'avortement, la violence armée et la réforme de la police. Mais il est confronté à un défi. Le Congrès détient le pouvoir d'adopter des lois et le Parti républicain d'opposition contrôle désormais l'une des 2 chambres. Le nouveau président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui prendra place derrière le président mardi, est engagé dans un débat avec Joe Biden sur la manière de dépenser l'argent des contribuables américains. Les républicains cherchent à réduire considérablement les dépenses publiques. J'ai été très clair, la voie actuelle que nous suivons ne peut pas être maintenue. Nous devons changer la trajectoire pour nous mettre sur la voie de l'équilibre. La façon dont nous y parviendrons fera l'objet de nos discussions. Et selon Soury, les gens vont observer les réactions de McCarthy assis derrière Biden pendant le discours. S'il fronce les sourcils, s'il montre son mécontentement, s'il a l'air dyspeptique, s'il a l'air de ne pas être coopératif, il a l'air d'être un extrémiste.
Mais s'il a l'air trop heureux de s'engager avec le président Biden, alors bien sûr, il s'aliénera l'extrême droite de son parti, le petit groupe au sein de son parti et de la Chambre qui exige qu'il s'attaque au président. Ce mélange de politique, d'action, d'apparat et de personnalité sera à l'honneur lorsque Biden prendra la parole mardi soir. Vous suivez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite après la pause, nous reviendrons sur le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou qui a refermé ses portes hier dimanche. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts. Carnet de santé vous donne la parole. Vous leur posez vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VO Afrique. Son et couleurs étaient au rendez-vous hier dimanche à Ouagadougou, au Burkina Faso, où le CIAO, le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, a refermé ses portes. Plus d'une vingtaine de pays ont pris part cette année à cet événement, malgré le contexte sécuritaire difficile. Durant la semaine, des centaines de milliers de visiteurs se sont bousculés sur le site du CIAO, personne ne voulant rater les différentes activités présentées lors de cette occasion. Voyons cela avec Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou. Dans l'un des pavillons du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, des produits sont exposés dans plusieurs dizaines de stands. Nous sommes au plus grand salon de l'artisanat africain au monde. On a fait de bonnes affaires, parce que les affaires c'est quoi? Il faut avoir une carte de visite, il faut avoir un dépliant. Je crois que c'est déjà nécessaire. Et j'allais dire encore, c'est grâce à CIAO que je suis en train de parler directement comme ça. CIAO, c'est pas venu vendre seulement pour avoir de l'argent. CIAO, c'est venu se faire connaître son produit et la valeur de ton produit. Qu'est-ce que ton produit peut aller? C'est ça, CIAO également. L'Afrique est riche de son artisanat. Il faut que les Africains soient fiers de ce qu'ils font. J'ai acheté un bracelet et puis un magnifique tableau parce que je trouve le recyclage très intéressant. Et donc, j'ai trouvé intéressant de voir comment on peut recycler les canettes ici. Donc, bravo à tous ces artisans, vraiment bravo. Le salon, qui a été annulé en 2020 pour cause du coronavirus et par la suite reporté en octobre 2022, a finalement pu se tenir en ce mois de février 2023. Les organisateurs de la Biennale se réjouissent. Le Burkina Faso reste un pays fréquentable, capable d'organiser de grands événements pour dire à ses amis et ceux qui le soutiennent pour son développement intégré que nous sommes résilients. Nous avons pu mobiliser autour de 26 pays sur une estimation de 25 qui ont effectivement répondu présents et qui sont venus à ce salon. Je vous disais tantôt, pour les acheteurs professionnels, nous n'avons pas atteint l'objectif de 50 qu'on voudrait avoir, mais nous avons pu avoir la chance d'enregistrer 50% de réalisation. Sur les 700 stands qu'on avait comme objectif à écouler, au niveau des stands dans les pavillons, nous avons pu écouler autour de 600, ça doit être autour de 650 par là. Le CIAO 2023, ce sont plusieurs centaines de milliers de visiteurs, comme vous pouvez le constater. Les organisateurs donnent rendez-vous en octobre 2024 pour la 17e édition. Lamine Traoré pour VO Afrique, Ouagadougou. Rendez-vous pris donc dans la ville de Kottayam, dans le sud de l'Inde. Un étudiant a construit une moto électrique pouvant parcourir 100 km avec une seule charge. Le Wild X, une 2 roues équipée d'un moteur de 8 volts,
fait la fierté du département de technologie de l'université Indira Gandhi. Voyons cela avec Dili Diko. Melbin Ravi, le jeune inventeur de la WildX, a passé plusieurs années à conceptualiser puis construire cette moto électrique. Il explique qu'il n'a pas encore fini. J'ai construit cette moto électrique tout-terrain dans le cadre de mes études. Elle est surnommée la WildX et j'ai mis 3 ans à construire ce véhicule à 2 roues. La moto est d'ailleurs toujours en cours de développement. Cette moto a la particularité de produire de l'énergie lorsqu'elle roule. Ahmad Sheikh, professeur de Melbin Ravi à l'université, nous en dit plus. Il s'agit d'une moto électrique équipée d'un moteur de 8 volts avec une autonomie d'environ 200 km en mode normal et qui peut passer en mode tout-terrain. C'est le mode le plus puissant avec une autonomie d'environ 100 km. Cette moto a besoin d'environ 3 à 4 heures de charge et elle est équipée d'un système de régénération de l'énergie. Donc en fait, la batterie de la moto se recharge automatiquement lorsque vous conduisez. Elle est également dotée d'un mode marche arrière qui permet de se déplacer plus facilement sur une pente. La WildX, une moto électrique unique en son genre, devrait être commercialisée dans les 2 prochaines années. Une feuille artificielle qui crée de l'hydrogène à partir de l'air, de l'eau et du soleil pourrait être une solution à long terme pour le stockage des énergies renouvelables, selon des scientifiques suisses. Suivons les explications de Rosine Mounezero. C'est une technologie qui pourrait révolutionner le secteur des énergies renouvelables. Le dispositif consiste en une plaquette transparente de fibres de verre fondu recouverte d'un matériau qui n'a besoin que de la lumière du soleil pour produire de l'hydrogène. Nous avons inventé un dispositif qui peut prendre l'eau de l'air humide et de la lumière du soleil et la convertir en hydrogène pouvant être utilisé comme un carburant ou une matière première chimique pour un futur système énergétique basé entièrement sur les énergies renouvelables. C'est très important car la lumière du soleil est très abondante, mais le soleil ne brille pas tout le temps. Nous avons donc besoin d'un moyen de stocker la lumière du soleil pour une utilisation future et l'utilisation de la lumière du soleil pour diviser l'eau en hydrogène et en oxygène. Le stockage de la lumière du soleil sous forme d'hydrogène est une méthode de pointe pour y parvenir. L'équipe s'est inspirée de la façon dont une plante récolte le dioxyde de carbone et l'eau dans son environnement et avec l'énergie de la lumière du soleil, transforme ces molécules en sucre et en amidon, un processus connu sous le nom de photosynthèse. Notre travail était inspiré par le fonctionnement d'une feuille. La photosynthèse naturelle se produit en prenant le dioxyde de carbone de l'air avec la lumière du soleil et produit du sucre, stockant effectivement la lumière du soleil sous une forme chimique. Eh bien, nous voulons faire la même chose, prendre la lumière du soleil et l'eau de l'air et stocker cette énergie solaire sous forme d'hydrogène. Les chercheurs concentrent désormais leurs efforts sur l'optimisation de la mécanique, de la chimie et de l'efficacité de leur maillage 3D. Pour le futur, si nous réussissons à trouver un système avec un rendement de conversion solaire en hydrogène suffisamment élevé et une assez bonne stabilité, nous pouvons imaginer ces systèmes artificiels à base de feuilles, à la fois dans des environnements arides comme dans le désert, où il n'y a pas beaucoup d'eau liquide, mais aussi dans des environnements plus humides, comme la région lémanique. Ces travaux ont été publiés dans la revue scientifique Advanced Materials. Une actualité dont on continue de parler ici aux États-Unis, il s'agit des Grammys tenus à Los Angeles, un événement au cours duquel Beyoncé est devenue l'artiste la plus couronnée de tous les temps, avec 4 nouveaux gramophones, dont la meilleure chanson R&B, Cough It, ou le meilleur album Dance, Renaissance. Queen Bee est reparti les bras chargés. Pays africain comptant l'un des plus grands nombres d'artistes récompensés aux Grammys, l'Afrique du Sud a érigé lundi en fierté nationale le prix remporté dimanche à Los Angeles pour un trio amené par le DJ producteur Zek Bandwini sur un titre en zoulou. Le pilier de la house locale a surclassé le Nigérian Burna Boy dans la catégorie meilleure performance musicale internationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. À demain.